en gros, quand un patient il arrive, on lui propose de participer à une recherche pour le classer, entre guillemets, donc pour définir les symptômes. C'est comme ça qu'on avait compris, qu'on avait défini les premiers qui avaient plein de symptômes associés à la mastocytose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la recherche clinique et on fait ce qu'on appelle une base de données. Je laisserai un petit mot à Siba en parler après. Après, les prélèvements, ils partent à Marseille pour qu'on fasse études génétiques. Voilà, qu'on connaît aujourd'hui des mutations pour la prise en charge, mais on garde aussi du matériel pour faire des études plus compliquées derrière, qui reviennent dans les laboratoires qui travaillent dessus. Et puis, associé à ça, il y a des chercheurs, Thiago il dira un petit mot de ce qu'il fait aussi sur le mastocyte, où on comprend la biologie du mastocyte dans des modèles alors là, de souris, dans des modèles in vitro, qui permettent de faire des hypothèses pour revenir aux patients. Effectivement, la firme a mis en place un protocole de recherche dans le cadre duquel on fait qui est retrouvé dans la grande majorité des patients. Et du coup, on travaille avec tous les médecins du CEREMAST, avec de nombreux médecins en France, voilà, pour faire cette analyse qui servira au diagnostic ou qui peut servir à la thérapeutique. Et d'un autre côté, nous, justement, ça nous fait du matériel biologique, des données cliniques, etc., pour tous les projets de recherche sur lesquels on peut travailler, pareil, avec des chercheurs un petit peu partout en France. Donc, les bases de données, c'est un ensemble, ce qu'on appelle d'entrepôts de données, donc dans lesquels on incrémente des données des malades. Donc, on met toutes les données biologiques, cliniques, histologiques, tous les résultats de mutation qui sont faits à Marseille. Il y a des bases de données au niveau national et il y a un autre registre au niveau de l'Europe. Donc, en fait, on est situé un peu partout en France. Donc, nous essayons de se voir de temps en temps en réunion ou en comité scientifique ou carrément en faisant des réunions de concertation pluridisciplinaires une fois par mois pour présenter le cas de certains dossiers un peu compliqués. Donc, grâce à ces bases de données, il y a beaucoup de recherches et de publications qui émanent. Voilà, donc nous travaillons tous ensemble en collaboration avec ces médecins, ces chercheurs, pour essayer justement de comprendre cette maladie et d'avancer là-dessus. Voilà. Donc les RCP, c'est en fait selon la loi cancer initialement obligatoire pour tout patient de passer en RCP, c'est-à-dire qu'il soit discuté collégialement avec différents types de médecins et également des spécialistes en biologie, en anapathie, etc. Donc nous, on a donc pour les formes agressives, bien évidemment, tout patient passe en RCP pour notamment pour tout ce qui est thérapie cytoréductrice, chimiothérapie, greffe de moelle. Mais également, on a appliqué ça à l'ensemble des patients qui ont un syndrome d'activation mastocytaire ou une mastocytose systémique indolente, et notamment pour tout ce qui est traitement de fond, type biothérapie, inhibiteur de tyrosine kinase et tout ça. Donc ça, cette RCP, elle est nationale et elle est donc on l'organise une fois par mois et donc voilà, parce que tous les médecins en France au final peuvent se connecter et présenter leur dossier. S'ils peuvent pas le présenter, ils me le transmettent et puis c'est moi qui le présente. Dans le cas de la RCP où on définit il y a tel type de mutation ou tel autre, plus les laboratoires d'hématologie. Et puis après, il y a la recherche qui est un peu décalée, on va dire, du patient, mais encore que pas toujours, parce qu'on peut utiliser le sérum, voire l'ADN qui a été collecté. Et on fait signer en général les consentements. On ne fait pas ça dans le dos des malades pour un peu avancer. Voilà, donc peut-être que Thiago, tu peux dire un mot, comment tu organises ta journée de chercheurs maladies associées au mastocyte et comment on travaille un peu au laboratoire. Et donc, au niveau de la recherche, c'est ça qu'on essaie de faire un peu au laboratoire, c'est de mieux comprendre quels sont les mécanismes de modulation, de différenciation, de survie des mastocytes. Et pour ça, on utilise des lignées de cellules, soit on utilise des modèles animaux, par exemple comme la souris. Et l'idée, c'est d'abord comprendre comment ça marche un mastocyte. Après, essayer d'évaluer comment ces mastocytes il modifie son action au niveau d'une pathologie spécifique, comme la mastocytose. Et ensuite, essayer de trouver des traitements qui puissent être appliqués à ces patients. Et ce qu'on fait au sein du laboratoire, c'est qu'on ne va pas se concentrer
qui est sur une maladie spécifique, parce qu'on a pu observer que des choses qui se passent chez des patients qui sont atteints à des mastocytoses peuvent aussi être appliquées à d'autres patients, par exemple, comme des patients qui sont atteints de la drépanocytose, qui est une maladie du globule rouge. Et on peut aussi voir des mécanismes qui sont similaires à certains types de cancers. Donc, on peut partir de la paillasse au laboratoire vers les patients et on peut faire aussi les sens inverses, partir de patients, travailler les fondements dans la paillasse et après les appliquer à d'autres maladies. C'est ça un peu la routine qu'on essaie de mettre en place au sein du laboratoire d'Institut Imagine. On essaye, et ça c'est une des forces de l'Institut Imagine, c'est vraiment d'avoir en même temps connecté des chercheurs, des biologistes et des cliniciens pour faire l'aller-retour, parce que c'est comme ça qu'on peut faire des hypothèses et c'est comme ça qu'on peut les vérifier dans les deux sens. Et ça accélère en fait le processus de prise en charge des patients. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, on peut le faire grâce au centre de référence des maladies rares et l'interaction au jour le jour, pratiquement, entre les chercheurs et les cliniciens, en sachant que ce n'est pas facile toujours, parce que chacun a ses occupations, mais on essaye de maintenir ça grâce à ces centres de référence de maladies rares. Et Imagine est pour ça très particulier, parce que ça a été le fondement de la création de cette fondation. Sur le travail ensemble entre les 3 centres de référence, les centres constitutifs et les centres dits de compétences. Donc, Julien vous a parlé de la RCP. Ça, c'est un outil formidable pour se parler, pour évoquer les nouveautés, pour évoquer également les difficultés qu'on peut avoir. On a d'autres réunions, bien évidemment, des réunions de recherche, des réunions un peu plus au sein de notre filière, la filière Marie, qui permet également de discuter, d'échanger sur l'organisationnel, sur les protocoles à venir, sur différents éléments qui permettent de faire avancer les choses, tant effectivement sur la prise en charge des patients, sur le handicap, mais également sur alimenter la recherche clinique, voire également la recherche fondamentale. La mastocytose avait été choisie pour faire des recherches plus approfondies, pour essayer de comprendre en fait, le rôle des mastocytes au sein de la mastocytose, mais aussi dans d'autres pathologies. Donc, je veux savoir un petit peu où… Voilà, c'est pour comprendre que c'était au départ, la mastocytose a été choisie comme modèle. Est-ce que je me trompe? Moi, voilà, je ne sais pas. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les formats Hollande qui étaient négligés, puisque le pronostic vital n'était pas engagé, que les patients, malgré tout, avaient une souffrance dans leur vie quotidienne et qui présentaient de nombreux symptômes. Nombreux symptômes qui évoquaient, sans que ce soit, qu'on puisse faire un diagnostic formel, beaucoup de maladies dans lesquelles on avait les mêmes symptômes. Et ces symptômes, en fait, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a des patients qui les ont sans avoir de mastocytose évidente, puisque quand on fait des biopsies, on ne trouve pas d'excès de mastocytes. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'activation mastocytaire. Et on sait que le mastocyte, c'est une cellule qui joue un rôle important dans la réponse immunitaire, et pas seulement, comme on croyait initialement, dans l'allergie, mais dans beaucoup de maladies, qu'elles soient inflammatoires, qu'elles soient maintenant ce qu'on a découvert grâce au centre de référence dans les maladies qu'on appelle neurodégénératives, hein, que ce soit la sclérose en plaques, l'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, dans les cancers, hein, puisque le mastocyte il peut jouer un rôle à la fois qui va bloquer la progression tumorale, ou dans certains cas, en fonction de l'environnement, au contraire, il peut la favoriser. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de démontrer, c'est de trouver un diagnostic pour ces syndromes d'activation mastocytaire, parce qu'il n'y a pas de tests biologiques qui sont connus aujourd'hui. Et deuxièmement, dans beaucoup de maladies, qu'elles soient inflammatoires, neurodégénératives ou dans les tumeurs, on essaye de voir s'il n'y a pas cette même signature mastocytaire qui suggérerait que les mastocytes activés pourraient jouer un rôle dans ces maladies. Et donc, pour résumer, finalement, la mastocytose, qui était une maladie rare, elle éclaire sur la physiopathologie et elle donne des cibles thérapeutiques pour des maladies beaucoup plus fréquentes dans lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Je vois qu'il y a une question importante là sur les risques de mauvaise prise en charge des patients qui ont des mastocytoses ou des SAMA même. Et c'est vrai que ça, c'est une question extrêmement importante parce que, bon, malheureusement encore, c'est une maladie qui reste ignorée, de moins en moins, en tout cas en France, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits grâce aux associations de patients pour informer les gens et voir les médecins aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il y a quand même une tendance et un réflexe à dire vous avez une mastocytose ou vous avez un SAMA,
donc c'est grave, donc on ne peut rien faire, pas d'anesthésie parce que sinon vous allez faire un choc anaphylactique, on ne peut pas vous opérer parce que ça ne va pas cicatriser ou parce que vous allez faire un choc, etc. En fait, c'est complètement injustifié. Alors, il faut faire attention, on a écrit des protocoles et vous savez, vous pouvez joindre la firme ou le centre de référence pour avoir des renseignements. Notamment, il y a des questions sur les grossesses, par exemple. Il n'y a pas de contre-indication à la grossesse, donc on a fait des enquêtes, etc., pour voir. Et en fait, ça se passe en général extrêmement bien, la grossesse, la péridurale, il n'y a pas de contre-indication. C'est vrai que dans l'anesthésie, il y a des agents comme la morphine qui font des granulés, et on essaie de les éviter, mais il y a d'autres anesthésiants, comme le fentanyl, par exemple, qui sont aussi efficaces et qui ne donnent pas de dégranulation. Et ce qu'on a fait maintenant, vous savez, il y a une carte mastocytose où c'est marqué les contre-indications et vous pouvez joindre le CEREMAST éventuellement. Mais il n'y a rien du tout qui est absolument contre-indiqué chez les patients qui ont des mastocytoses. Il faut faire attention, ça c'est sûr, mais rien n'est contre-indiqué et on peut pallier pratiquement aujourd'hui, en toute modestie, à tous les problèmes que peuvent avoir les patients. Il ne faut surtout pas, et c'est ça le vrai danger, de ne pas avoir une bonne prise en charge d'une maladie ailleurs à cause ou de la mastocytose. Alors oui, alors ça c'est une question qui est extrêmement importante à plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'était effectivement de dire est-ce que c'est une maladie héréditaire pour les mastocytoses? J'ai dit, c'est pas. Il y a quelques cas, évidemment. Pour les SAMA, oui, je pense qu'il y a des syndromes d'activation mastocytaire familiaux et souvent avec des symptômes qui ne sont pas attribués au SAMA, et notamment chez les enfants. Et c'est vrai qu'à Necker, on a monté avec l'équipe de Christine Bonnemère, avec Laura Poliska, des consultations de SAMA pédiatriques. Et c'est vrai qu'il y a des patients qui ont des enfants qui avaient des problèmes scolaires, des problèmes d'intolérance alimentaire, d'eczéma, d'allergie, des enfants qui s'isolaient parce qu'ils avaient tous ces symptômes, qui n'étaient pas attribués du tout à du syndrome d'activation mastocytaire et qui, pour certains, s'améliorent de façon spectaculaire avec des antihistaminiques, ce qui permet de porter un diagnostic de SAMA. Et quand il y a un contexte familial, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire le diagnostic et de faire un traitement. Et ça évite des errances diagnostiques qui peuvent être parfois un peu même dramatiques pour les enfants, notamment qui sont déscolarisés, qu'on isole aussi de façon abusive, parfois parce qu'ils ont fait un choc anaphylactique, on les empêche de faire du sport, on les empêche de manger n'importe quoi. Enfin bon, tout ça, c'est extrêmement important d'avoir une bonne information de la famille parce qu'on fait des diagnostics et on peut changer des prises en charge. Et surtout quand ça s'améliore avec le traitement, voire même avec des mesures simples parfois, c'est important que la famille soit au courant et puisse accompagner le patient qui a cette pathologie. Voilà, parce qu'il y a des contraintes. Oui, on ne peut pas manger telle chose, on ne peut pas faire ceci, cela. Donc voilà, donc si l'entourage n'est pas au courant, ça peut être complexe. Où je suis très content, comme l'a dit Stéphane, qu'il a embrayé le pas, c'est que, et on voit aussi des plus jeunes qui commencent à s'y intéresser, donc malheureusement on n'est pas éternel, mais on a réussi, je pense que c'est de tous ensemble à monter un intérêt pour cette maladie. On a essayé, j'espère qu'on a fait ce qu'on a pu, en tout cas, faire progresser la maladie, avoir moins d'angoisse sur le devenir de la maladie parce qu'on la connaît mieux et qu'on fait un effort éducatif tous important avec des congrès, avec des réunions, pour que cette maladie soit connue, reconnue en France et qu'avec la filière Marie, comme l'a dit Stéphane, que sur le territoire français, normalement, alors ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais normalement, un patient il devrait faire moins de 150 km pour trouver un centre ou un médecin compétent qui n'est pas forcément compétent dans tout, mais qui est en lien avec le centre de référence, les centres de compétences ou les centres constitutifs. Ça, c'est l'objectif à atteindre.